Bonjour à tous, donc 18h06, je suis très heureux au nom de XMP Entrepreneur de vous accueillir pour notre 7e réunion générale de l'année scolaire 2020-2021. Et d'ores et déjà, je vous remercie pour votre présence à nos côtés. Comme vous le constatez, nous sommes plus de 100 personnes connectées. C'est déjà un très beau succès pour nous que de vous admettre tous et nous en admettons encore beaucoup. Cette soirée est co-organisée avec nos amis de Centrale Supélec Repreneurs et avec nos amis d'Intermine, dont vous devinez à travers les noms de ces associations que je viens de citer, vous devinez leurs écoles de rattachement. Je vous remercie pour tous les nouveaux connectés de vous mettre en mute. Cette réunion est organisée et animée par ce que nous appelons chez XMP Entrepreneurs notre club des repreneurs. Et c'est l'occasion pour moi, Frédéric Rupli, je me présente, Frédéric Rupli qui préside cette association, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler ce que c'est que XMP Entrepreneurs. XMP Entrepreneurs est une association qui émane des associations des anciens élèves de l'X, des mines et des ponts. Et à ce titre, elle accueille en premier lieu tous les anciens élèves de ces écoles et par extension tous ceux qui, de près ou de loin, se disent concernés par l'entrepreneuriat. Et dans notre association, vous trouverez essentiellement 3 clubs, un club de créateurs, un club de repreneurs et un club de développeurs qui, comme leur nom l'indique, sont au service des créateurs, des repreneurs et des dirigeants en poste à la tête de leur entreprise, souvent une entreprise qu'ils ont créée ou qu'ils ont reprise. Alors, pour vous permettre de mémoriser un petit peu qui sont les animateurs chez nous, les animateurs de nos différents clubs, je vais évoquer leur nom et leur inviter simplement à ce qu'ils activent leur micro, surtout pour pouvoir dire simplement un petit bonjour, afin que vous puissiez retenir qui ils sont. Les animateurs du club des repreneurs de XMP Entrepreneurs et qui donc co-organisent cette soirée sont Antoine Borelli, si tu veux bien saluer tout le monde, Antoine. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Merci Antoine. Michel Dangui, es-tu là? Bonsoir à tous et à toutes. Merci Michel. Philippe Princet, es-tu là? Toutes et tous, bonsoir. Merci Philippe. Et Michel Fayet, es-tu là? Bonsoir. Voilà, donc nos 4 animateurs du club des repreneurs. Je présente brièvement les animateurs du club des créateurs. Didier Launay. Didier. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Et Philippe Roche, es-tu là? Et moi, bonjour à tous. Super. Et Philippe, je ne te fais pas rendre l'antenne puisque tu co-animes également le club des développeurs. Merci voilà, d'être à nouveau là. Et Claude Chabrol, es-tu là? Bonjour, c'est moi. Alors, je n'ai pas vu Claude s'afficher. Je n'ai pas parlé assez fort, peut-être. Voilà, le voilà. Ah, oui, La caméra s'est bien posée sur Claude. Voilà, donc très brièvement, vous venez de faire connaissance avec l'ensemble des animateurs de club de XMP Entrepreneurs. C'est vous dire la chance que nous avons d'avoir autant d'animateurs pour animer nos 3 clubs, créateurs, développeurs, repreneurs. Toujours au titre des activités de notre association XMP Entrepreneurs. Donc, cette année, nous vous avons proposé 6 soirées thématiques propres à notre association, 2 consacrées aux repreneurs, 2 aux créateurs, 2 aux développeurs. Et puis, nous avons eu quelques soirées en partenariat avec d'autres grandes écoles, membres de G2E, Grandes Écoles Entrepreneurs. Nous avons aussi assuré des formations, de l'accompagnement individuel, du coaching, des rendez-vous individuels avec nos animateurs, des rendez-vous de groupe, tout ceci au service des entrepreneurs ou futurs entrepreneurs anciens de nos écoles et par extension tous ceux qui sont devenus à un moment donné ou à un autre membres de notre association. Quelques modalités maintenant sur notre vidéoconférence. Tout d'abord, cette vidéoconférence, comme vous l'avez remarqué, est enregistrée avec l'accord de nos intervenants, ce qui nous amène à la poster ensuite sur ce que nous appelons notre chaîne YouTube. Et modestement, c'est l'endroit sur YouTube où XMP Entrepreneur poste ces différentes vidéos. Autre point de modalité, je vous remercie, je vous ai placés tous sur muet.
Et je vous remercie de conserver votre micro en position muette, de façon à ce que nous n'entendions pas de bruit de fond. Et ce qui m'amène du coup à vous demander, lorsque vous avez des questions à poser à nos intervenants, de les poser par écrit. Alors, je vous rappelle que vous disposez en bas de votre écran un bouton qui s'appelle « Converser » et que vous pouvez poser autant de questions que vous le voulez. Elles apparaissent dans la marge. Et soit l'un de nos intervenants saisira la question au vol et il y répondra directement, soit ce sera le job d'Antoine Borelli ou mon job à moi. Vous voyez actuellement Antoine, je crois, s'afficher. Ce sera le job d'Antoine ou le mien que de prendre les questions à la volée et de les adresser à l'un ou l'autre de nos intervenants. Je précise que nous avons ce soir 4 intervenants, c'est une chance, et donc nous essayerons d'assurer un temps de parole équilibré au sein de ce panel d'intervenants qui vont se présenter dans un instant. Un dernier mot d'introduction, et puis je passe la parole à Antoine Borelli qui va introduire le sujet de la soirée. Nous allons procéder d'abord avec un tour de table où chacun de nos intervenants va se présenter pendant vraiment 2-3 minutes, nous dire qui il est. Puis ensuite, nous leur donnerons la parole sur le thème de la soirée que je ne dévoile pas, où chacun à son tour sera amené à prendre la parole et à développer donc, dans un temps un petit peu plus long. Donc soyez patients, posez vos questions au moment où ils prennent la parole et nous verrons si nous laissons déborder par les questions tout de suite ou si nous regroupons les questions à la fin, mais que cela ne vous empêche pas de poser toutes les questions que vous aimeriez leur poser. Voilà, cher Antoine, la parole est à toi, peut-être pour introduire le sujet de la soirée. Merci beaucoup, Frédéric. Donc, cette table ronde va être consacrée à la valorisation d'entreprises et en quoi cette valorisation peut être impactée par la crise créée par le Covid-19. Et nous avons choisi ce thème parce qu'au sein du club des repreneurs de XMP Entrepreneurs et également au sein du groupe repreneur de G2E, dont pas mal d'animateurs sont présents ce soir, c'est une question que chaque porteur de projet se pose, nous pose, et donc on se rend compte qu'en fonction de l'objectif du porteur de projet, sa logique va être tout à fait différente. Soit il est en phase d'acquisition, à ce moment-là, il va donner de la valeur à l'intérêt stratégique de la société, et du coup, le Covid fait évoluer les marchés et joue un peu comme un accélérateur des tendances. Donc, il y a une influence. D'autre part, le repreneur veut que l'acquisition soit finançable. Et là aussi, l'effet Covid va créer des disruptions dans la rentabilité des entreprises. D'autre part, de temps en temps, il a besoin de remonter de la trésorerie. En tout cas, il souhaite qu'il y ait le maximum de trésorerie dans l'entreprise qu'il va reprendre. Donc là aussi, le PGE pose des questions. Donc ça concerne le porteur de projet repreneur. Si il est en phase de cession, eh bien, à ce moment-là, il veut assurer la pérennité de sa entreprise après sa cession, mais également matérialiser le fruit de son travail de plusieurs années. Et donc, à ce moment-là, ces années de crise comptent-elles vraiment dans la valorisation? Est-ce qu'elles comptent autant pour les personnes morales que pour les personnes physiques? Il se pose cette question certainement. Et enfin, durant la vie de l'entreprise, il y a de nombreux cas où il faut valoriser la société, que ce soit pour réaliser une fusion, racheter un actionnaire minoritaire, payer un impôt sur les successions ou autre. Et donc, on a besoin d'une valorisation par un expert tiers. Et donc, pour traiter ces différents sujets, on a eu la chance de pouvoir faire appel à 4 praticiens avec lesquels nous entretenons de bonnes relations et qui vous expliqueront ces différents points de vue. Et donc, le point de vue du repreneur sera explicité par Pascal Ferron,
et également par Mathieu Piquet. Le point de vue du cédant par Jean-Noël Combasson et le point de vue de l'expert, qui est également un expert judiciaire, sera présenté par Pascal Préau. Pierre Préau. Par Pierre Préau, pardon. Je pense, Pascal, si vous voulez prendre la parole et vous présenter. Alors, Pascal, est-ce qu'on vous entend? Est-ce que vous avez réussi à résoudre vos questions de Il faut qu'il désactive son... Voilà. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Il faut couper votre ordi si votre téléphone est activé ou l'inverse pour éviter le Larsen qu'on vient d'entendre, cher Pascal. D'accord. Est-ce que vous m'entendez bien comme ça? On va vivre avec. C'est mieux. Bon, très bien, je suis désolé. Je me présente effectivement Pascal Ferron, je suis un entrepreneur, je dirige une entreprise familiale de 300 personnes dans les prestations de services et de conseils à valeur ajoutée pour les entrepreneurs. Et donc, je suis également repreneur d'entreprise puisqu'on fait de la croissance externe. Et ma particularité, c'est d'accompagner en permanence, depuis plus de 25 ans, entre 30 et 40 repreneurs par an, qu'ils soient soit des primo-repreneurs, soit des gens qui font de la croissance externe. Merci. Mathieu Piquet, peut-être que tu peux te présenter. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier Frédéric et Antoine pour l'invitation. Donc, je vais intervenir sur la partie repreneur. Je suis banquier au sein de la Société Générale. Donc, bien entendu, mon intervention de ce soir ne représente pas la position de la Société Générale, mais tirée de mon expérience au quotidien. Donc, je m'occupe d'un portefeuille de PME et d'ETI, c'est-à-dire globalement des entreprises qui font entre 1,5 million pour les plus petites et 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, aussi bien coté que non coté, de tout secteur industriel ou service. Ça va du courtier en assurance aux constructeurs de fenêtres. Enfin, il n'y a pas de spécificité sectorielle. Donc, j'accompagne à la fois les entreprises dans leur développement, mais également l'acquisition et la... Petite interruption. Allez-y, allez, Mathieu, tu peux continuer. J'ai repéré le micro qui n'était pas en muet. Et donc également, bien entendu, non seulement le développement des entreprises, mais également leur croissance externe et lorsqu'un repreneur, personne physique ou qu'un management souhaite acquérir une société. Merci Mathieu. Alors peut-être Jean-Noël, est-ce que vous pourriez reprendre le relais? Oui, bonjour à tous. Merci effectivement pour l'invitation. Donc, je suis Jean-Noël Combasson, managing partner au sein de la structure Clearfield International. Clearfield International, en quelques mots, c'est une organisation qui fait du conseil en fusion-acquisition, basée en France, mais également partout dans le monde, puisque nous avons à peu près 40 bureaux répartis sur 25 pays. Alors, notre métier, c'est d'accompagner essentiellement des cédants, que peuvent être des familles, que peuvent être des family office, que peuvent être des fonds d'investissement, dans leurs opérations de cession ou de désinvestissement, sur des valorisations, en gros, entre 10 millions pour les plus petites, de valorisation jusqu'à 100 millions, voire un peu plus. Et nous réalisons par an à peu près 140 opérations dans le monde entier, une trentaine en France, au travers de 4 bureaux, puisque nous sommes implantés à Paris, Lyon, Marseille et Nantes sur la partie France. Nous faisons également des opérations d'acquisition. Donc on accompagne également des groupes industriels ou des participations de fonds dans leurs opérations de croissance externe. Et puis, on participe à beaucoup d'opérations de LBO ou de capital développement au travers de levées de fonds réalisées auprès de fonds d'investissement. Super, merci beaucoup Jean-Noël. On va passer la parole à notre dernier intervenant, Pierre Préau, pour qu'il se présente. Oui, bonjour à tous. Je suis, comme la plupart d'entre vous, ingénieur de formation. Moi, j'ai effectué la quasi-totalité de mon parcours professionnel en conseil, en France et puis dans la région Asie-Pacifique. Alors aujourd'hui, j'interviens comme expert en évaluation, aussi en support en transaction, depuis à peu près une vingtaine d'années, essentiellement sur des PME ETI avec
des incursions ponctuelles sur des sociétés cotées, sur des grands groupes internationaux, et puis fréquemment sur les problématiques de propriété intellectuelle. Alors, pour donner une petite idée, je suis intervenu cette dernière année, par exemple, sur du transport, de la santé sous beaucoup d'aspects différents, de la promotion immobilière, de la distribution de repas, de l'hôtellerie, des aciers spéciaux, enfin, donc avec une activité très variée et généraliste. À peu près le quart de mon activité est lié à des contentieux d'associés et des problématiques d'exécution de transactions, et notamment dans le cadre de mon activité d'expert de justice près de la Cour d'appel de Paris. Depuis plusieurs années, j'interviens dans le cadre du groupe BDO, qui est un des groupes internationaux d'audit et de conseil qui est les moins connus en France, mais ça représente à peu près 90 000 personnes dans 162 pays. Et c'est un groupe qui a la particularité d'avoir un positionnement qui est délibérément PME, ETI et entrepreneur. Depuis un an, on est très sollicité sur des problématiques d'évolution, des valorisations des types de sociétés du fait de la crise sanitaire, sachant que, comme vous le savez, celle-ci a eu des impacts qui sont à la fois très positifs et très négatifs en fonction des secteurs. Et puis pour finir, je suis à titre personnel investisseur actif en hôtellerie et restauration, ce qui m'a sensibilisé aux impacts de la crise sur certains de ces secteurs. Super, merci beaucoup Pierre. Donc voilà, le décor est planté. Nos 4 intervenants sont maintenant clairement identifiés. Première question, au fond, le prix d'acquisition résulte d'une négociation, certes, mais tout part du repreneur, puisque nous sommes un club de repreneurs, ou en tout cas d'aide à nos amis repreneurs. Donc essayons d'écouter le point de vue du repreneur. Pour cela, je ne sais pas s'il faut donner la parole au conseil repreneur, mais c'est peut-être la bonne chose à faire. Mettons-nous dans les chaussures du repreneur et puis assez rapidement, on ira dans les chaussures du banquier qui l'accompagne. Mais que diriez-vous, cher Pascal, vous qui conseillez des repreneurs aujourd'hui au sujet de la valorisation et puis au sujet de comment les valorisations ont traversé cette crise sanitaire, le Covid. Y a-t-il des modifications dans les conseils que vous donnez aux repreneurs quant à l'attitude à avoir face au sujet de la valorisation? Oui, alors tout à fait. D'abord, il faut savoir que comme dans toute crise, à un moment donné, tout a été figé, complètement figé, et puis c'est reparti progressivement à partir du mois de septembre-octobre, et on a commencé à réaliser un certain nombre de deals à ce moment-là. Alors, il y a 3 points de vigilance particuliers. Le premier, c'est comment l'entreprise cible s'est comportée pendant cette période de crise. Est-ce qu'elle était dans un secteur touché ou pas touché? Donc, vous connaissez bien les listes des secteurs S1 et S2. Le plus difficile étant de repérer celles qui étaient dans les secteurs S2, c'est-à-dire qui avaient comme clientèle des entreprises qui devaient être fermées administrativement. Donc, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a des entreprises qui s'en sont très très bien sorties, qui ont saisi beaucoup d'opportunités pendant cette période et qui donc non seulement se sont montrées résilientes, mais ont fortement progressé avec des progressions à la fois de chiffre d'affaires et de marge, et pas uniquement sur des plateformes Internet de distribution. Donc la première des choses est de voir comment l'entreprise s'est comportée pendant cette période-là et comment, si elle était dans la phase de résistance, ils ont obtenu suffisamment d'aide pour pouvoir résister, mais également profiter de cette période pour réfléchir à leur stratégie et quand même s'ils étaient vendeurs, se projeter vers l'avenir. Donc la première chose, c'est la situation de l'entreprise par rapport à la crise. Et évidemment, ça joue beaucoup sur est-ce qu'on va retenir ou pas et comment on va retenir les résultats et les performances de l'entreprise sur l'année 2020 dans le calcul de la valorisation future. Est-ce qu'on considérera ça comme une année blanche ou est-ce qu'on considérera les avantages et les inconvénients que l'entreprise a eus pendant cette période pour les valoriser dans les coefficients? La deuxième chose, c'est comment l'entreprise a utilisé les différentes aides qui étaient disponibles pour elle, et notamment les PGE. Et, donc beaucoup d'entreprises, on s'aperçoit que beaucoup d'entreprises n'ont pas utilisé les PGE pour compenser des charges fixes,
mais risquent d'utiliser les PGE aujourd'hui pour avoir un rebond qui soit plus fort. Et dans ce cas-là, c'est intéressant, évidemment, de ne pas considérer les PGE comme remboursables immédiatement, même s'ils en ont besoin, mais éventuellement de proposer le remboursement au cédant, d'accepter le remboursement sur 5 ans, de telle manière à ce que nous puissions utiliser le PGE une fois la reprise effectuée, de manière à rebondir favorablement, puisqu'on voit très bien dans certains secteurs qu'il y a des problématiques de financement de BFR, notamment pour l'achat des matières premières, et surtout quand on prévoit une croissance relativement forte de l'activité, parce que tout ce qui ne s'est pas passé pendant la période 2020 s'est reporté sur 2021. Donc ça, c'est pareil, c'est important et ça va toucher la valorisation. Et le troisième point, c'est la capacité de l'entreprise à rebondir. Et je dirais, quand on est repreneur, on a plutôt intérêt à voir le potentiel que l'entreprise a à rebondir, qui n'a pas été envisagé par le cédant, parce qu'il faut toujours se garder un petit peu, s'en garder un petit peu sous le pied, je dirais, de manière à ce que la période post-reprise soit la meilleure possible. Donc voilà, je dirais, ces trois points de vigilance particuliers sur la valorisation. Super, très précis. Comment l'entreprise s'est comportée, comment elle a utilisé le PGE et les autres outils et comment peut-elle rebondir, quelle capacité a-t-elle à rebondir? On va compléter en posant la question au banquier, qui est donc le deuxième qui entoure ce projet en proximité. Qu'en pense le banquier? Je passe la parole à Mathieu Piquet. Alors, bon, déjà, globalement, le banquier est assez d'accord avec ce que Pascal a dit. Globalement, on a à peu près tous la même vision de ce qui s'est passé. Donc, comme a indiqué Pascal, un arrêt complet de l'activité pendant un certain temps et une reprise en fin d'année dernière qui a été assez importante et qui se matérialise vraiment au début d'année. On a beaucoup de projets à la fois pour les entreprises, mais également pour tout ce qui est acquisition. Donc, il y a un certain nombre d'opportunités qui se sont créées parce que justement, certains secteurs ont été touchés et les valorisations deviennent attractives. Le problème, c'est que si ces valorisations sont attractives, c'est aussi parce qu'il y a un risque qui peut être assez important. Donc, les entreprises et les particuliers qui sont en mesure d'en profiter, ce sont ceux qui ont des moyens aujourd'hui. Ces moyens, ils peuvent venir de deux choses, soit uniquement des fonds propres qu'ils possèdent, leur cash, soit la capacité de leurs autres activités à générer du cash et à soutenir le rachat d'une entité supplémentaire. Dans le cas d'une reprise d'entreprise par un particulier, les moyens financiers sont limités. Les particuliers n'ont pas, en règle générale, des millions d'euros qui sont prêts à être investis du jour au lendemain. C'est là où le banquier devient important, c'est que le banquier, lui, peut aider le repreneur dans son financement. Le piège, ce serait de calibrer le prix de l'entreprise uniquement selon la capacité de financement que la banque peut apporter. Donc la banque, c'est un acteur qui est relativement simple à ce niveau. Elle a des métriques qui doivent être respectées et ces métriques, elles changent en fonction du marché. C'est-à-dire que lorsque vous avez une contraction de l'économie, forcément, le risque de défaut augmente et les banques vont avoir moins d'appétence à prêter. Donc, les critères qui pouvaient être assez souples en termes de levier, en termes d'apport personnel, ils se durcissent. On a un certain nombre de contraintes qui sont réglementaires, notamment dans le cadre des LBO, des prêts à fort effet de levier, qui font que les banques ont un certain nombre de prêts, un certain montant d'encours qu'elles peuvent octroyer. Donc, elles deviennent beaucoup plus sélectives dans la qualité du dossier. Typiquement, avant la crise, on pouvait atteindre des leviers, c'est-à-dire le rapport entre la rentabilité de l'exploitation et le montant de dette qui pouvait atteindre 3,5, 3,5, 4. Maintenant, on va être plus restrictif. On va vraiment étudier l'impact de la crise sur la société. On va plutôt limiter le levier à 3. On va demander à ce que l'entrepreneur apporte au moins la moitié des fonds et la banque l'autre moitié. Là où avant, c'était plus proche du 40% pour l'entrepreneur, 60% pour la banque. Et donc, globalement, l'étude va être beaucoup plus sur est-ce que les perspectives étaient positives et l'impact du Covid est temporaire? Est-ce que les perspectives étaient négatives, l'impact du Covid est positif et va perdurer? Ou est-ce qu'au contraire, ça va être le dernier coup qui va clouer le cercueil? Donc, la question, c'est cet impact, combien de temps il va durer, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Vous avez une forte augmentation de notre activité parce que vous avez su saisir les opportunités, la digitalisation et les autres secteurs porteurs. Est-ce que demain, ce sera toujours le cas? Et est-ce que le montant de baisse que vous souhaitez mettre en place, le banquier va être en mesure de l'accepter? Parce que si vous proposez un prix sans être certain
que vous allez pouvoir être suivi par votre partenaire bancaire, vous pouvez faire capoter l'opération. Donc, il faut qu'il y ait un vrai échange sur non seulement ce que le cédant indique sur les perspectives de la société, mais également ce que vous voyez au niveau de l'évolution du marché, ce que vous pouvez apporter en fonction de votre expertise personnelle. Quelle est votre valeur ajoutée et est-ce que c'est bankable? Est-ce que le banquier verra cette même perspective? Cette personne peut se mettre en mute, celle dont on voit la photo là, ça serait sympa, merci. Merci Mathieu pour ce point de vue. Alors, je voudrais rajouter un petit élément et j'ai vu également une question là-dessus. Voilà. Là, j'ai parlé uniquement des métriques de rentabilité et comme l'a indiqué Pascal, il y a l'impact du PGE. Donc, le PGE, c'est un outil absolument formidable qui a été mis en place très rapidement par l'État et qui a pu être prodigué par les banques, qui a permis de soutenir la liquidité des entreprises, mais qui a le défaut d'être une dette et donc de venir alourdir les bilans. Donc, comme un encours bancaire, il se considère comme un ensemble. Plus vous avez de dettes en bas sur la société d'exploitation qu'il va falloir qu'elle rembourse, moins vous pouvez en mettre en haut lorsque vous rachetez la société. La question, c'est donc plutôt, est-ce que ce PGE il a été utilisé ou pas? Est-ce qu'il y a un besoin ou pas? Est-ce qu'on va avoir une augmentation du BFR qui va devoir être financée avec la reprise d'activité? Ou est-ce qu'au contraire, l'activité a déjà augmenté et les besoins de BFR vont être modestes? Parce que la grande question que se pose la banque, c'est j'ai mis en place un PGE et ce PGE il a pour objet de faire face à la crise. Mon client n'en a pas eu besoin, il change d'actionnaire et il fait une montée de dividendes où il sort du dividende juste avant de vendre l'entreprise, il retire le cash. Enfin, voilà. Quel est l'usage? Est-ce que c'est utilisé dans le cadre d'une transaction financière ou est-ce que c'est utilisé pour faire face à l'impact du Covid? Donc, on va avoir le cas du PGE non utilisé qui va pouvoir être utilisé, détourné entre guillemets de son usage ou soutenir le redéveloppement de l'entreprise. Et on va voir le cas des PGE déjà utilisés, où là va se poser la question, est-ce qu'on le refinance intégralement? Est-ce qu'on le laisse et on profite de la capacité à amortir, avoir un différé de 2 ans avant d'amortir? Donc, chacun de ces cas est vraiment étudié individuellement par rapport aux perspectives de la société, à l'impact du Covid et au plan financier global. Donc, il n'y a pas de réponse globale. En général, on aurait plutôt tendance à conseiller de conserver le PGE parce qu'il a des modalités qui sont particulièrement attractives et qui est sécurisant pour les banques. Cependant, il faut vraiment retirer l'aspect utilisation. Quel va être le but de l'utilisation du cash du PGE s'il n'a pas déjà été dépensé? Alors, tu as noté, cher Mathieu, que déjà des questions dans la marge te sont directement adressées. Je propose d'en traiter au moins une ou deux maintenant. Tu as parlé sur les changements de contrôle en disant le PGE peut être conservé même en cas de changement de contrôle. La question vise aussi à aller plus loin. Est-ce que je peux remonter le cash issu de mon PGE pour participer au montage de reprise? Quel est le regard ton regard personnel? Tu as bien précisé que ce n'était pas le regard de ton établissement bancaire, ton regard personnel de praticien. Donc, mon regard personnel de praticien, par rapport à l'expérience que j'ai des différents autres confrères, c'est que justement une remontée du cash du PGE est fortement non recommandée et en général, si c'est le projet exposé, la banque va souhaiter plutôt refinancer ça et en faire une dette qui a pour but le financement des titres. Le PGE a vocation à financer l'activité du fait de l'impact du Covid et éventuellement la reprise derrière, mais pas à financer l'acquisition elle-même par une remontée du cash. C'est très clair. Si je peux intervenir, j'ai exactement la même opinion, même si je ne suis pas banquier. Et le PGE n'est clairement pas du tout fait pour ça. Ça serait à la limite de l'escroquerie de remonter la trésorerie liée au PGE pour financer l'acquisition. Et j'en profite pour rebondir parce que je vois qu'il y a une autre question qui s'adresse également à Mathieu, qui donnera son point de vue. Mais moi, mon point de vue, c'est pour le financement d'une opération d'acquisition, il faut généralement consulter plusieurs banquiers. Donc, ce n'est pas forcément, et ça peut même parfois être contre-productif d'aller voir son banquier préféré avant de signer la LOI. Il vaut mieux aller voir un échantillon de banquiers une fois qu'on a signé une LOI pour en discuter avec eux et voir celui qui comprendra le mieux l'opération. Alors, c'est intéressant que le conseil repreneur, qui est Pascal, donne cette recommandation, parce que Pascal, dans cette posture de conseil repreneur, vous êtes résolument aux côtés du repreneur. Ce serait intéressant de saisir cette question au vol pour demander au banquier ce qu'il en pense.
lui, il a toujours envie d'être instruit le plus en amont possible sur un dossier. Alors, il y a deux éléments à prendre en compte. C'est qu'on a deux banquiers. On a le banquier de l'acquéreur, on a le banquier du cédant. Donc, le cédant, en général, sa propre banque, elle le connaît bien et c'est celle qui a le plus de chances de donner un accord pour faire partie de ce financement. Son problème, c'est que souvent, sur des acquisitions de ce type, le risque est important. Comme je l'ai indiqué, il y a un certain nombre de contraintes réglementaires et on se retrouve dans l'obligation de partager l'encours avec un confrère. Donc, souvent, la banque va indiquer au cédant, dans le cas d'une acquisition, il va falloir demander à une autre banque. Idéalement, ça va être celle de l'acquéreur qui connaît déjà sa banque. Mais bien entendu, en fonction de la taille de l'opération, on peut être à plus. 3, 4 banques. Mes plus gros clients ont quasiment une dizaine de banques. Parce que ce risque doit être réparti entre les différents organismes. Donc, d'une part, ce que je recommanderais, c'est en amont de la LOI, en tout cas, la banque du cédant qui doit être informée. Idéalement, la banque de l'acquéreur. Et dès que le process est un peu figé, faire le tour, entre guillemets, des banques pour à la fois avoir un accord de crédit, mais également avoir des conditions qui soient attractives. Et du coup, comment aider notre internaute qui est Sébastien Kurtz à résoudre son dilemme qu'il nous pose dans une question? C'est une question de catch-22 entre j'ai besoin de savoir où se situe la banque pour que je fixe mon prix et vice-versa. J'ai besoin d'avoir le prix pour savoir comment mobiliser mon banquier finalement. Donc, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Le prix, c'est ce que vous pensez de la capacité de l'entreprise à pouvoir, compte tenu de votre valeur ajoutée, une fois que vous allez reprendre l'entreprise, ou de la synergie, si vous faites de la croissance externe, à assurer une rentabilité telle que ça permettra de rembourser la dette. Donc là, moi, ce que je dis à mes clients, c'est j'ai le challenge au départ pour savoir si leur business plan est crédible et s'ils sont capables d'aller le défendre et convaincre des banquiers. Maintenant, dans l'échantillon des banquiers, et je confirme un peu ce que Mathieu a dit, mais pas de la même manière, on ne va pas voir un seul banquier pour financer une reprise d'entreprise. Sinon, s'il vous dit non, vous repartez un peu la queue entre les jambes et c'est terminé. Il faut être sûr de soi pour négocier sur le prix, sur la capacité à rebondir ou à développer. Et ensuite, on va avoir un panel de 10 à 15 banquiers. Et à la fin, on en choisit un peu comme quand on fait un appel d'offres. Et en faisant ça, je peux vous garantir que sur l'ensemble des opérations de mes clients que j'ai aidés sur les 25 dernières années, je n'ai jamais, pas une seule fois, même en 2008 ou même pendant la crise actuelle, eu de refus de financement bancaire. Il y a eu des refus, mais in fine, on a trouvé un banquier ou plusieurs qui ont financé. Merci pour cet échange. On va revenir un petit peu sur le thème maintenant, c'est valorisation et Covid. Je vous propose d'élargir le cercle des points de vue. On a appris que le PGE était une dette, mais je crois que nous le savions tous, mais Mathieu nous l'a bien rappelé. Donc forcément, cette dette va être au milieu des échanges. À un moment donné, elle sera prise en compte. Prenons le coût du cédant à travers le banquier d'affaires. Je passe la parole à Jean-Noël Combasson qui nous donne voilà, ce qui se passe de l'autre côté de la table. Oui, merci Frédéric. Alors effectivement, je vais vous expliquer ce que fait le banquier d'affaires dans cette typologie d'opération. Alors je vais dérouler mon propos en deux temps. La première partie, je vais simplement vous expliquer quel est le rôle du banquier d'affaires et après je vous dirai ce que l'on constate aujourd'hui post-Covid ou pendant le Covid dans les valorisations et l'impact que ça peut avoir. Alors le rôle, il est relativement simple et il se divise en deux, mais c'est l'un est la conséquence de l'autre. L'objectif, c'est de préparer, d'organiser, de structurer l'information économique, opérationnelle, financière et juridique de l'entreprise, du groupe, pour qu'elle soit bien claire et qu'elle soit compréhensible et pour en retirer, je dirais, la substantifique moelle. Tout ça en vue clairement d'optimiser les paramètres du processus de cession. Alors quand je dis les paramètres, il y a bien sûr le prix, ça c'est un élément très important, mais il n'y a pas que ça. Vous savez que dans une offre de reprise, lorsque l'on fait des processus de vente, on a bien sûr l'élément prix qui est demandé dans la lettre d'intention qu'on va demander aux acquéreurs de rédiger, mais il y a aussi les garanties d'actifs passifs, il y a aussi les clauses d'accompagnement, il y a le sort de l'immobilier lorsque dans les entreprises, il y a l'immobilier à traiter et il faut qu'on sache exactement ce que veulent faire de l'immobilier les acquéreurs potentiels. Et parfois aussi dans les entreprises familiales notamment, le sort des membres de la famille qui sont salariés. Et en fait, l'analyse que
que l'on va faire à un moment donné dans le process de l'ensemble des offres, hein, puisque pour nos clients, on va faire une synthèse de l'ensemble des offres qui sont proposées et on va essayer de tirer le meilleur parti de l'ensemble de ces offres. Mais en amont de ce process, il y a beaucoup de travail à faire pour essayer d'optimiser les paramètres de la vente. Et pour ça, j'ai synthétisé cette action dans les 4 lettres PACT, P-A-C-T, pour pérennité, autonomie, clarté et transparence. Et dans ce qu'on va rechercher à vérifier, et encore plus aujourd'hui avec le Covid, c'est de vérifier que la société, que le groupe de société, que l'entreprise que l'on regarde et que l'on a à vendre soit pérenne dans le temps, c'est-à-dire de vérifier que son activité est elle-même pérenne et durable. C'est-à-dire c'est vérifier sa capacité à innover, sa durabilité des produits sur son marché, c'est de mesurer le risque d'obsolescence et c'est d'être capable de voir quels sont potentiellement les nouveaux entrants qu'il peut y avoir sur ce marché. Ça, c'est très important et encore plus en période de Covid, parce qu'on a vu quand même que dans cette période-là, il y a certains produits dont l'obsolescence s'est accélérée et d'autres dont l'entrée sur le marché s'est aussi accélérée. Le deuxième point, c'est de mesurer l'autonomie de la société ou du groupe de société que l'on a à vendre, notamment vis-à-vis de son dirigeant et de son management. C'est important de vérifier que si demain le dirigeant ou le groupe de dirigeants prétendent céder leur entreprise, il est hyper important qu'on vérifie que cette société est capable de vivre sans son dirigeant, sans son top management, surtout s'il a l'intention de passer la main et de complètement arrêter. Donc il faut qu'on challenge un peu le dirigeant là-dessus, en vérifiant que si demain il part, il ne part pas avec le fonds de commerce, il ne part pas avec les procédés de fabrication, il ne part pas avec l'activité de l'entreprise dans sa globalité et que ça ne met pas en péril la société. Le troisième point qu'on essaie de vérifier, c'est de vérifier que la société soit claire, la clarté de la société sur son positionnement, notamment vis-à-vis de ses métiers, vis-à-vis de ses produits, vis-à-vis de ses marchés. On essaie de vérifier qu'on essaie de se mettre en face, en fait, de se mettre côté acheteur, et on se dit, tiens, cette société, est-ce qu'elle est claire dans ce qu'elle fait, dans les produits qu'elle fabrique, dans les services qu'elle fournit, est-ce que c'est lisible, est-ce que c'est bien clair? Et ça, on va essayer de vérifier, de faire évoluer les choses en amont avec le dirigeant. Et enfin, on va essayer de vérifier que la société soit transparente. Et quand on parle de transparence, on va vérifier que la gestion en fait, de la société soit transparente et de présenter une information financière qui soit fiable. Alors pour faire ça, on a plusieurs outils à notre disposition. Alors on a le travail que l'on va faire nous-mêmes en tant que banque d'affaires, en tant que conseil, mais on va souvent s'appuyer autour d'audits à la fois stratégiques et financiers. Et en ces périodes, les audits, qu'ils soient financiers ou stratégiques, prennent encore plus d'importance parce que comme il y a des activités qui sont un petit peu compliquées dans leur lecture, qui sont compliquées dans leur avenir, on essaie de faire en sorte que les audits financiers, les audits stratégiques amènent un peu de clarté, amènent de la simplicité, amènent de la transparence sur ces informations et sur la pérennité de ces activités. Alors, ces audits, on les appelle, je ne sais pas si tout le monde connaît le terme, mais c'est ce qu'on appelle des VDD, des vendor due diligence, des audits qui sont faits à la main du cédant, à la fois sur le chapitre financier, sur le chapitre stratégique, mais aussi juridique. Pour nous, ils sont très importants parce qu'ils vont nous permettre de puiser de l'information pour les inscrire et pour les noter dans notre infomémo, l'infomémo qui sera ensuite diffusée à l'ensemble des partenaires financiers, industriels et personnes physiques lorsqu'on consulte des personnes physiques. Également de faciliter la lecture des agrégats financiers, que sont notamment les BIT, les EBITDA, les free cash flow, le BFR et les dettes financières, qui sont des éléments que l'on va utiliser pour travailler sur la valorisation. On va effectivement, au travers de ces audits, travailler sur les retraitements, qui sont des éléments très importants dans l'appréciation de la valorisation, notamment les rémunérations des dirigeants cédants. Est-ce qu'elles sont normatives ou pas? Est-ce qu'elles ne sont pas au-dessus du marché, en dessous du marché? Idem pour les loyers au travers des SCI ou en direct, c'est ce qu'on va essayer de vérifier. Et puis, on va essayer de mettre en exergue toutes les charges que l'on considère comme étant non récurrentes, de manière à travailler sur la normativité des agrégats et essayer de trouver quelle est la reproductibilité des agrégats de gestion que sont les BIT et les EBITDA, ou le BE et le REX, même si comptablement ce ne sont pas tout à fait les mêmes, mais pour simplifier, on va dire que ce sont les mêmes, de manière à ce qu'on puisse présenter sur le présent, mais aussi sur l'avenir, des agrégats qu'on considère comme étant reproductibles avec des charges normatives, des charges normales pour l'activité de la société. Enfin, ces audits vont nous permettre aussi de mettre en exergue tous les risques
que l'on décèle dans l'entreprise. Et c'est pour ça aussi qu'il est important en ce moment de faire des audits stratégiques et notamment de faire écouter ses clients. Nous, on recommande beaucoup ça dans un amont d'opération, de trouver des cabinets qui sont spécialisés dans ces activités pour dire écoutez vos clients. Vos clients, c'est un actif stratégique de l'entreprise. C'est important dans ces périodes turbulentes de comprendre ce que les clients pensent de vous pour essayer d'abord de corriger le tir quand on s'aperçoit qu'il y a des sujets, mais aussi de mettre en avant les points forts quand on arrive à trouver des points forts assez importants. Et puis, on va essayer, au travers de ces audits, de mettre en exergue tous les leviers de croissance, tous les points forts, mais aussi les points faibles qu'on va essayer de valoriser à l'avenir. Donc ça, c'est tout ce qu'on va faire en amont de l'opération. Pendant l'opération, pendant le processus de l'opération, comme le disait un peu le titre de cette intervention, on va mettre en concurrence effectivement plusieurs typologies d'acquéreurs, que ce soit des industriels français et internationaux, puisque notre rôle c'est aussi d'aller chercher potentiellement des acquéreurs sur la terre entière, de mettre en compétition des fonds d'investissement au parallèle des industriels, et si nos clients sont d'accord avec cette typologie d'acquéreurs, on fait un cahier des charges avec nos clients, et enfin avec des personnes physiques. On peut aussi, dans certains process, si on estime que la taille de la société le nécessite, on peut mettre en compétition des personnes physiques. Et le process est vraiment fait pour offrir à nos clients une enchère privée pendant un certain temps. C'est comme ça qu'on market et qu'on organise nos processus. On part d'une date et on essaie dans nos process, au travers de l'aide de process, de fixer une date à laquelle on va demander à l'ensemble des partenaires de remettre leur meilleure offre. Et ensuite, on va essayer de les challenger. C'est l'objet de différents tours, comme dans une enchère, comme vous avez l'habitude de les voir dans d'autres activités. Il y a effectivement une enchère qui est mise en place pour nos clients. Et on va essayer, au travers de 2 tours, de faire monter les enchères au prix qui est considéré comme le meilleur par nos clients. Mais encore une fois, il n'y a pas que le prix, il y a aussi l'ensemble de l'opération, l'accompagnement, la garantie d'actifs passifs, etc. Alors, je vais faire une parenthèse puisque cette intervention concerne beaucoup les repreneurs personnes physiques et j'ai essayé de voir comment on peut donner un coup de main aux repreneurs personnes physiques dans ces opérations parce que ce n'est pas facile pour eux lorsque l'on arrive effectivement avec un apport qui n'est pas du tout dimensionné par rapport à l'apport que peuvent mettre des fonds d'investissement ou des industriels, dans la mesure où les repreneurs personnes physiques ne vont pas pouvoir non plus générer des synergies. Et je pense qu'il faut que les repreneurs personnes physiques se préparent bien dans ces opérations parce qu'être en concurrence avec des fonds d'investissement qui ont eux-mêmes parfois leurs managers ou des équipes de managers internes et être en compétition également avec des industriels, il faut qu'ils soient prêts et bien préparés. Et pour ça, j'ai mis en avant 3 points qui me paraissent importants. C'est d'avoir une équipe qui soit vraiment soudée autour d'eux. Il ne faut pas qu'ils arrivent tout seuls dans cette typologie d'opération. Il faut qu'ils arrivent avec bien sûr des banquiers, bien sûr un expert comptable, bien sûr un avocat, éventuellement un conseil en fusion et acquisition également, parce qu'ils sont rodés à préparer ces opérations, à rédiger les lettres comme on les attend, etc. Ensuite, il faut qu'ils soient prêts à aller vite. Le vrai problème qu'on rencontre en tant que banquier d'affaires dans ces opérations, c'est le problème de rapidité des personnes physiques par rapport à des fonds d'investissement qui sont rodés à ces opérations-là, qui sont très rapides, qui ont des équipes qui travaillent parfois jour et nuit pour aller vite. Pareil au niveau des industriels, alors ça dépend de la taille des industriels. Il y a parfois des industriels de petite taille qui ne sont pas très rodés à ça et qui prennent un peu de temps. Mais quand on est sur des groupes un peu structurés, il y a parfois des équipes de fusion-acquisition et au minimum, il y a un directeur financier qui est rodé à ces opérations et qui fait en sorte qu'il y ait vraiment du rythme dans ces opérations. Et donc, ce que moi, je proposerais à ces repreneurs personnes physiques, c'est déjà en amont de travailler avec des partenaires financiers, avec des fonds d'investissement, pour être prêt à remettre une offre carrément financée, parfois sur l'aspect haut de bilan. Et on voit apparaître en ce moment beaucoup de gens avec le format Search Fund, qui est peut-être quelque chose dont vous avez entendu parler, qui sont en fait des gens qui fédèrent autour d'eux des apporteurs de fonds, qui sont souvent des anciens industriels ou des industriels en exercice, français et étrangers, autour desquels ils vont fédérer un mini-fonds d'investissement. Ils vont lever des fonds auprès de ces gens-là, créer un mini-fonds d'investissement qui va leur permettre d'être beaucoup plus rapides et beaucoup plus agiles dans les opérations et qui va nous permettre de les faire avancer avec un rythme parfois identique à celui de leurs concurrents industriels et fonds. Alors, le deuxième point que je souhaitais aborder dans cette présentation, c'est l'impact que l'on voit dans le contexte de marché sur les valorisations.
Et je reprendrai un petit peu la typologie d'affaires touchées qu'évoquait Pascal tout à l'heure, à savoir que nous, on voit 3 typologies d'affaires sur le marché actuellement. D'abord, les entreprises qui sont directement touchées par le Covid, c'est les entreprises du secteur du CHR, du tourisme, de l'aéronautique. On va dire que pour ces entreprises-là, aujourd'hui, la valorisation, elle est très compliquée. Alors, je ne dirais pas qu'il n'y a plus de marché, mais quasiment, en tout cas, c'est des affaires qui, temporairement, ont une valorisation qui est très compliquée parce qu'on ne sait pas bien comment demain elles vont redémarrer, pour certaines, pas pour toutes, mais pour certaines. La deuxième typologie, ce sont les entreprises qui sont indirectement impactées par le Covid, du fait du ralentissement de l'activité mondiale et des échanges internationaux, mais dont l'impact est modéré et on pense que le redémarrage sur ces activités-là peut être très rapide à partir du moment où on va réouvrir les vannes, à partir du moment où l'outil de travail va être réouvert. Ces affaires-là peuvent repartir très rapidement et du jour au lendemain. Et là, la valorisation, elle existe. Et là, on va devoir tenir compte en fait du délai de ce qu'on appelle de ramp-up, c'est-à-dire de retour à l'activité normale, pour pouvoir mesurer quel est le bon EBITDA sur les années qui viennent. Est-ce que finalement, comme le disait l'un des intervenants tout à l'heure, l'EBITDA 2020, c'est un EBITDA qu'il faut mettre entre parenthèses et finalement, à partir du moment où l'outil de travail va être réouvert, on va revenir sur un EBITDA et sur une rentabilité qui sera tout à fait similaire à celle de 2018 ou 2019. Et auquel cas, dans ces affaires-là, effectivement, on peut essayer d'avoir un EBITDA 2020 qui soit vraiment entre parenthèses. Et la troisième typologie, c'est les activités qui ont bénéficié de la pandémie. Et là, on en a 2 sortes. On a les activités des secteurs qui sont directement favorablement impactés. Je pense notamment à la santé, je pense à l'hygiène, je pense à la protection. Et il y a les secteurs qui sont indirectement impactés. Je pense notamment à l'aménagement de la maison, je pense au bâtiment, je pense à la piscine, je pense aux loisirs, à la maison, au digital. Toutes ces activités, elles sont favorablement impactées, mais pas parce qu'elles sont dans une activité qui est liée au Covid, mais parce que comme les gens n'ont pas consommé sur un segment de marché, ils ont consommé sur d'autres segments de marché et elles en ont bénéficié un peu temporairement. Et ces activités-là, on pense que potentiellement l'EBITDA a été boosté pendant l'année 2020 et il va falloir mesurer quel va être l'atterrissage de l'EBITDA et donc revenir au niveau des EBITDA normatifs post-Covid. Et là, il y a effectivement 2 notions, si on veut parler un peu de valorisation, qu'il faut regarder. C'est les notions qu'ont évoquées mes collègues tout à l'heure. C'est la notion de PGE, parce que on va travailler sur la partie valorisation. Et la valorisation, c'est un mélange de rentabilité et de dette. Et sur la dette, il va falloir effectivement voir quelle est la part de PGE qui a été consommée ou non, parce que pour certaines, elles ont demandé un PGE, mais elles ne l'ont pas consommé. Et finalement, ce PGE se transforme en trésorerie et est relativement neutre. Et puis, il y a celles qui l'ont effectivement complètement absorbé parce qu'elles ont été impactées. Et il va falloir voir, post-Covid, quel est là aussi le ramp-up de génération de cash pour voir quel va être le niveau de trésorerie normatif sur lequel on peut compter à l'avenir. Et puis, sur la notion d'EBITDA, comme on le disait tout à l'heure, il va falloir travailler sur l'EBITDA, qu'il va falloir prendre le bon EBITDA à prendre pour valoriser la société à sa juste mesure. Est-ce que c'est l'EBITDA 2019 parce qu'on disait tout à l'heure, on considère que 2020 doit être mis entre parenthèses, ou au contraire, l'EBITDA 2019 n'est d'ores et déjà plus le bon EBITDA parce que l'entreprise a été durablement impactée dans son activité positivement ou négativement. Positivement, il y a des sociétés, je pense notamment à toutes les sociétés qui sont liées au digital, pour lesquelles on pense que le Covid a été un accélérateur, a permis un mouvement de fond de la société qui s'est accéléré dans un temps très court et pour lequel elles auront franchi un cap et ce cap aura été durablement franchi. Et d'autres, à l'inverse, pour lesquels on pense que le Covid aura un impact probablement beaucoup plus durable que 2021 ou 2022 et elles devront vraisemblablement se réinventer et que, in fine, l'EBITDA aura été impacté pour les années qui viennent. Et d'ailleurs, on voit apparaître la notion d'EBITDAC, c'est-à-dire l'EBITDAC avec également avant Covid, Before Interest, Tax, Amortization and Covid. Et on essaie de prendre en compte effectivement cet élément qui est important parce que c'est un élément qui va permettre de valoriser la société sur les années qui viennent. Pour conclure, sur cette partie-là, je dirais qu'on peut imaginer que dans les mois, les semaines qui viennent, on va avoir un accroissement important de la divergence entre valorisation et prix, parce qu'il y a certaines entreprises qui vont probablement bénéficier d'un premium, d'autres qui vont bénéficier probablement d'une décote, parce qu'elles sont sur des secteurs qui vont être durablement impactés ou impactés temporairement et avec un ramp-up qui sera plus ou moins long. Et finalement,
ce que l'on peut remarquer aussi sur le marché, si on veut donner quelques chiffres basiques, c'est quand même malgré tout qu'il y a des transactions, que paradoxalement, et on n'en était pas sûr l'année dernière, mais l'année 2020 a été, pour nous en tout cas, plutôt une très bonne année en termes de transactions. Et on le voit parce que les agrégats sont finalement pas mauvais pour certaines entreprises, et on le voit par les index, les multiples. On pense notamment à l'index Argos, qui est un des index que nous suivons. Il est à son record en 2020 par rapport à 2004, date de son origine, où il est à un multiple de 11,1 fois l'EBITDA. Alors, c'est plutôt des grosses valorisations, c'est plutôt pas de la petite PME, pas de la petite TPE, mais enfin, ça donne quand même une orientation parce que ça tire après l'ensemble du marché. Ça, c'est un premier élément. Et je vais donner deux exemples de sociétés qu'on a vues sur le marché se vendre avec des multiples assez surprenants. Vous avez peut-être tous entendu parler de l'opération qui est en train de se jouer sur Lagarigue, qui s'est vendue, qui est en train de se vendre à plus de 18 fois son EBITDA, ce qui est quand même assez important. Pourtant, c'est une société qui fait une cinquantaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on a cédé, nous, une société dans une école d'architectes que l'on a cédé à plus de 13 fois son EBITDA, alors qu'elle fait largement moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais avec des rentabilités assez importantes. Et le dernier chiffre que je vais vous donner pour alimenter la réflexion sur quand même cette force du marché actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de cash sur le marché. On parlait des fonds d'investissement tout à l'heure. BPI donnait en 2020, courant de l'été 2020, le niveau de ce qu'on appelle le dry powder qui est disponible dans les fonds, c'est-à-dire la capacité des fonds à investir à un instant T, c'est-à-dire l'argent disponible pour être investi dans les sociétés. Et BPI a révélé que les sociétés d'investissement avec lesquelles elle travaillait, qui sont très nombreuses en France, puisque BPI diffuse de l'argent dans beaucoup de fonds d'investissement, il y avait plus de 20 milliards d'euros disponibles dans les sociétés d'investissement fin 2019 pour investir. Donc tout ça fait que finalement, effectivement, le marché est quand même animé, il est quand même boosté par cette masse d'argent qu'il y a sur le marché, et puis également par des industriels qui, compte tenu du fait qu'il y a eu beaucoup moins de croissance organique par le Covid, sont obligés d'aller chercher la croissance ailleurs, et la croissance externe est un des éléments. Et on sent, nous, là, en ce moment, beaucoup d'industriels qui viennent toquer à notre porte pour nous dire, voilà, on est en recherche de croissance externe, est-ce que vous pourriez nous accompagner, est-ce que vous seriez prêt à prendre un mandat pour nous, pour aller chercher des sociétés en France et à l'étranger. Et donc tout ça fait que, même si on est dans une période qui peut paraître compliquée, pour l'instant, on ne voit pas beaucoup de baisse dans les multiples, sauf pour les entreprises dont les modèles économiques sont complètement à remettre en cause, ont été fortement impactés. Mais globalement, la tendance de fond est quand même plutôt à une hausse des transactions et des multiples. Merci Jean-Noël. Pardon pour ce point de vue extrêmement riche, extrêmement complet. Donc je vais essayer de retenir un mot. Tu m'excuseras, c'est très très réducteur de résumer. Pas de souci. Mais j'ai noté l'importance de l'objectivation à travers ce que tu nous as dit, à travers la précaution qui semble redoubler par rapport au temps ordinaire en termes d'audit pour objectiver la performance de la société, pour essayer d'arriver à décorréler ce qui est arrivé à la société de cette crise qui est venue bousculer, ce fameux EBITDAC dont tu nous parles, pour arriver à des notions de normativité, de reproductibilité. Voilà. Alors, il ne s'agit pas de... On ne va pas répondre tout de suite à toutes les questions, pourtant beaucoup de questions ont été adressées, et notamment t'ont été adressées. Je vais te proposer d'en traiter une seule, qui est l'avant-dernière. Quelles sont les fourchettes de multiples en ce moment sur les small caps qui intéressent moins les fonds de PI, les fonds de private equity? On va juste isoler celle-là, on répondra aux autres tout à l'heure. Ah, moi je n'entends pas. Est-ce que je suis seul? Pardon, non, j'avais oublié d'enlever mon micro, pardon. Sur des activités de small cap, aujourd'hui, on descend guère en dessous de 5,5 pour des activités, on va dire, très industrielles, qui nécessitent beaucoup d'investissement, qui nécessitent beaucoup de CAPEX. On a d'ailleurs des opérations en ce moment dans ces activités-là, dans du découpage, de l'emboutissage, du travail des métaux, du travail des plastiques, dans ces métiers-là, qui sont les métiers qui sont valorisés avec les plus faibles multiples. On est sur des multiples autour de 5,5, ça va, on va dire entre 5 et 6, mais on peut avoir des petites affaires. On parlait tout à l'heure de sociétés dans l'éducation, dans les écoles, dans le digital, même sur des affaires petites. Je donnais l'exemple d'une affaire
une école qu'on a vendue qui faisait environ 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est sur des multiples qui peuvent aller à 12, 13, 14 fois. Donc c'est très vaste, c'est très vaste. EBE, enfin EBIT ou EBITDA dans ton langage? EBITDA, là, sur des multiples d'EBITDA, alors après vous traduisez en multiples d'EBIT, mais c'est-à-dire qu'en gros, sur un multiple à 5,5 en EBITDA, on va se retrouver sur 6,5, 7 en EBIT, et sur des multiples à 13 ou 14 fois l'EBITDA, on peut se retrouver parfois sur des multiples à 14, 15, en sachant qu'à 13 fois l'EBITDA, en général, on est quand même sur des sociétés qui sont assez peu CAPEX intensives, qui nécessitent assez peu d'investissement matériel, et donc il y a en fait assez peu d'amortissement entre l'EBITDA et l'EBIT, et donc finalement un EBIT et un EBITDA qui sont très proches, et donc le multiple aussi qui est très proche. Merci pour toutes ces précisions. Si je peux me permettre d'apporter juste un petit point, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'en France, on a énormément de TPE, PME, et que 97% des entreprises ont moins de 10 personnes, et donc elles sont encore plus small que small cap. Et là, on a un effet décote qui est lié au caractère intuitif personnel très fort du dirigeant ou des dirigeants, parce qu'il y a parfois sur une boîte de 15-20 personnes, 3-4 membres de la famille qui s'en vont, et là on est sur des multiples qui sont beaucoup plus bas que ça, et on n'est sûrement pas à 14 fois les EBITDA, on est plutôt effectivement à 3, 4 fois, 5 fois grand maximum les EBITDA. Merci pour ce complément, Pascal. Pour aller faire le voyage complet dans l'objectivation, je vous propose que nous donnions quelques minutes la parole à l'expert, Pierre Préau, ici présent, pour justement nous donner ce point de vue de l'expert et voir comment lui, de sa position d'expert, il traite les questions de la valorisation et notamment les questions de la valorisation à travers cette crise du Covid. Pierre, c'est à toi. Merci. Alors, beaucoup a été dit. Je vais essayer de donner de la valeur ajoutée. Ça ne va pas être simple. Je pense que dans ce qui a été dit, il y a quelque chose de très important qui est effectivement l'importance de se projeter sur ce que sera demain, pas seulement d'un point de vue uniquement le redressement de l'activité, mais vraiment des changements qui peuvent être assez profonds sur les secteurs, les modes de consommation, les modes de travail. Et ça, c'est vraiment au cœur de notre problématique aujourd'hui, je dirais plus que le travail technique de valorisation, mais on va y revenir. Et ça, je pense que quels que soient vos objectifs aujourd'hui, cette appréhension d'un demain qui est clair dans votre tête, c'est vraiment fondamental. Alors, pour planter le décor, vous savez qu'en termes de valo, on parle tous à peu près le même langage qui est essentiellement des multiples et des DCF, c'est-à-dire des projections de cash flow actualisées sur la base de business plan. Alors, on va parler d'abord des multiples, puisque c'est évidemment ce qui est toujours utilisé avec beaucoup de gourmandise par tout le monde. C'est simple, c'est facile de communiquer entre acquéreurs et cédants sur cette base-là. Et ça finit souvent d'ailleurs de cette façon-là, y compris quelquefois sur les calculs d'earn-out, etc., dans les contrats d'acquisition. La difficulté qu'on a toujours quand on est dans une période de crise, c'est la remise en question de ce qui a été une forme de continuum sectoriel, de multiples. Et ça, il faut quand même accepter le fait que les multiples, vous les aurez dans 2 ans, si vous voulez, les multiples de la crise. Il est rare que vous les voyez aujourd'hui, à part sur des transactions qui sont, sur lesquelles il y a de la communication, etc. Ou alors, si vous êtes au sein d'une structure d'investissement qui les observe tous les jours, ou au sein d'une société comme celle de Jean-Noël qui observe dans la transaction tous les jours. Quand vous êtes repreneur, c'est difficile d'accéder à une information multiple de qualité. Ce que dit Jean-Noël est important. Il citait l'indice Argos. Alors, c'est plus Argos, c'est WITU, si je me rappelle bien, Epsilon WITU. Effectivement, cet indicateur qui n'est qu'une vision partielle d'un marché qui est public, si je puis dire, enfin semi-public au travers des enquêtes qui sont faites par Epsilon, c'est qu'on est actuellement sur des niveaux de valorisation visibles qui sont très élevés, ce qui est un peu contradictoire avec l'aspect crise, mais on va y revenir, parce qu'il y a cette distorsion de la rareté encore plus accentuée des cibles par rapport à un argent toujours plus affluent qui cherche des opportunités d'investissement qui sont plus rares.
Donc, ça ne facilite pas l'objectivation justement des niveaux de valorisation. Alors, avant de revenir sur les aspects multiples et DCF, il faut se rappeler que quand vous êtes dans un prix, la formation d'un prix, c'est beaucoup plus que le seul ingrédient de la valeur. C'est-à-dire qu'entre le prix et de la valeur, vous avez un contexte transactionnel, vous avez un acquéreur qui apporte des choses, quelquefois il apporte une solution de sortie à des cédants, et dans ce qu'un acquéreur va trouver, il n'y a pas forcément que la partie qu'il va payer en monnaie trébuchante et sonnante, et quelquefois il y a des aspects qui peuvent être des contrats de sortie, des modalités de paiement, etc., qui font que l'aspect transactionnel est quand même très multidimensionnel. Donc moi, je vais me réduire avec beaucoup d'humilité sur l'aspect objectivation de cet aspect valeur, tout en gardant à l'esprit qu'il y a vraiment une passerelle prix-valeur qui est complexe. Donc, sur cet aspect multiple, évidemment qu'on essaye d'utiliser des multiples aujourd'hui, sachant que les multiples instantanés sont souvent des multiples plutôt sur les grandes transactions. C'est rare qu'on ait des multiples instantanés disponibles de manière, enfin, sur du small cap, hein, pour simplifier, du small ou du mid cap. Donc, l'application des multiples, elle pose deux sujets. Le premier, c'est évidemment le multiple lui-même. Et puis, comme l'ont dit tous les intervenants précédents, c'est la normalisation de ce multiple par rapport à l'effet Covid, effet qui peut être négatif ou positif, sachant que derrière une réduction d'activité, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, y compris pour nous experts, qui est par exemple, si vous avez une équipe en chômage partiel, qu'est-ce que vaut cette équipe en chômage partiel une fois qu'elle revient au travail? Est-ce qu'elle est encore capable de travailler? Est-ce qu'elle a encore envie de travailler? Est-ce qu'elle va retrouver ses réflexes d'équipe comme une équipe de foot qui n'a pas joué ensemble depuis un an? Et ça, c'est très compliqué dans la réalité. Donc, il y a beaucoup de choses trappes en plus, je dirais, dans le post-Covid pour des entreprises qui ont été impactées, ce qui complexifie d'autant plus le dialogue cédant-repreneur. Ensuite, je vais passer tout de suite à l'aspect DCF, parce qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect qui est la valorisation qui est liée à un business plan, et puis il y a le business plan lui-même. Et dans les paramètres de valorisation DCF, en fait, il y a des aspects macro qui sont très compliqués pour nous, évaluateurs, à appréhender parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'est et ce que va être le marché macroéconomique de l'argent sur les années qui viennent. Alors, tous les livres, tous les journaux que vous lisez, toutes les radios que vous entendez, vous en parlent aujourd'hui. Vous avez un effet d'inflation sur la matière première qui n'est pas seulement un effet prix, c'est un effet d'accès à la matière, c'est-à-dire que vous êtes dans certains cas de figure incapables d'accéder à certains composants, notamment composants électroniques, ce qui fait que vous n'êtes plus en capacité de produire. Alors, quelquefois, vous débloquez la situation en mettant du prix ou du volume ou les deux. Ça arrive pour certains de nos clients qui se réunissent, par exemple, pour acheter des lots de composants critiques, mais dans certains cas, vous n'êtes juste pas en mesure d'accéder à la matière et donc vous n'êtes plus en mesure de produire, donc vous ne pouvez plus fabriquer de chiffre d'affaires. Ça, c'est un premier élément, cet aspect inflation. Ensuite, vous avez un aspect coût de l'argent sur lequel on est quand même en grande inconnue sur ce que va être le monde de demain et avec des réponses d'économistes qui sont quand même pas extrêmement claires, très liées aux politiques de banque centrale, etc. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, bref, on prend un bout de risque supplémentaire dans les taux d'actualisation, donc ça baisse un petit peu les valos, mais en fait, on ne sait pas vraiment dire, en fait, il faut que je prenne un gros pourcent d'inflation supplémentaire. On ne sait pas si l'inflation telle qu'on la mesure aujourd'hui, ça va être la bonne et celle de demain. On ne sait pas si le coût de l'argent il va changer dramatiquement ou pas, sachant qu'on a un balancier entre une problématique de surendettement des États d'une manière générale et puis une surabondance des liquidités sur les marchés investisseurs de l'autre. Donc ça, c'est vraiment compliqué, mais ce qui vous intéresse peut-être plus, vous, c'est cet aspect business plan sur lequel, en fait, nous, on estime qu'on est un peu comme dans une logique de restructuring, hein, c'est-à-dire on a des sociétés sur lesquelles, alors on pourra reparler des aspects de surchauffe qu'a évoqué Jean-Noël, mais pour les entreprises qui ont été impactées à la baisse, il s'agit d'essayer de normaliser l'activité. Et ce qui est sûr, c'est que pour vous, l'objectif, c'est d'être absolument sûr, d'être convaincu de la faisabilité des business plans
sur la base desquels vous allez fonder votre valorisation. C'est-à-dire que s'il y a écrit que vous allez ouvrir 3 agences, ben, ces 3 agences, il faut que vous soyez sûr de savoir comment vous allez les ouvrir, qu'il y a un marché en face, par exemple. Et ça, c'est compliqué. Je dirais que ça, c'est les éléments clés. Ensuite, bon, il y a beaucoup de petits aspects autour de tout ça qu'on n'a pas beaucoup de temps de creuser. Je vais en prendre juste un, c'est l'aspect BFR qui revient, qui a souvent été évoqué par les intervenants et qui est lié aussi à ces aspects d'inflation et de rareté des ressources sur lesquels aujourd'hui, il faut être extrêmement prudent sur ce que va vous coûter une mise en route d'exploitation. Sachant que ce qui était des normes de réapprovisionnement peuvent être un petit peu plus violentes sur le marché aujourd'hui. Alors, si vous prenez aujourd'hui la préparation des réouvertures de terrasses, je peux vous dire que les prix de mobilier de terrasse ou les prix de réappro sur les fournisseurs de boissons aujourd'hui, ils ne sont pas tout à fait ceux du temps normal parce qu'on a des effets d'aubaine, des ruptures de stock. Et ça va jouer en fait sur un certain nombre de business sur le futur. Et puis enfin, peut-être un mot sur les activités qui ont effectivement bénéficié de la crise. Je vais vous donner un exemple. Je travaille pour une grosse ETI qui est spécialisée dans le secteur des matériaux de construction, notamment des aciers de béton, des choses de ce type-là, et qui a beaucoup profité de négoces, soit sur des fournitures hygiène très en vogue et très margées sur la crise, soit également sur de l'outillage qui a profité plus ou moins directement aux professionnels du bricolage sur des chantiers qui ne sont pas forcément ceux qu'on voit dans leur société. Je ne ferai pas beaucoup plus de commentaires que ça, mais avec des niveaux de marge totalement anormaux par rapport à son activité historique, hein, à peu près le double en marge d'EBITDA par rapport à ce qu'on a vu. Donc, on a un problème d'atterrissage qui peut être assez violent, effectivement, avec le double effet qui se coule, qui est la perte des effets d'aubaine de l'année 2020 et puis un retour à la dure réalité avec des sujets d'appro qui sont très compliqués. Donc, on peut se retrouver avec un EBITDA qui, au lieu de revenir à une norme de 2019, pourrait être la moitié de ce qu'il a été en 2019. Voilà, je n'en dirai pas plus à ce stade. Merci Pierre. À mon tour, je vais me hasarder au risque de résumer en un mot ou de retenir un mot, à défaut de vouloir le résumer. Et le mot que je vais retenir de ton intervention, c'est le mot multidimensionnel. On comprend bien que l'effort de valorisation, ça n'est plus un EBITDA fois un chiffre magique qui donnerait la formule, c'est plutôt la résultante, hein, cette fameuse formule de l'EBITDA, c'est la résultante de quelque chose, d'un problème éminemment complexe et probablement avec quelques dimensions supplémentaires ajoutées par cette crise. Alors, je vois que nous avons une salle qui a été extrêmement prolixe en questions. On va essayer de s'attaquer à apporter des réponses et vous allez continuer à alimenter la machine à questions. Je vais essayer de les prendre dans l'ordre et de les proposer pour les uns ou pour les autres. Je vois… le problème, c'est qu'il y a des questions qui sont déjà des réponses. Je m'arrête à 6h50 puisqu'elles sont horodatées. Je commence à 6h50, estimant que nous avons traité toutes les questions avant. Tous les acquéreurs n'aiment pas les enchères. J'ai vu des processus de cession échouer car aucun des acquéreurs potentiels ne souhaitait participer à des enchères. J'ai envie de passer la parole à Jean-Noël, qui est l'artisan, maître d'œuvre en matière de processus d'enchères. Qu'en penses-tu ? Alors ça arrive. C'est vrai qu'il y a certains industriels parfois qui, alors les fonds rarement, hein, puisque c'est quand même leur métier de participer, encore qu'il peut y avoir des fonds qui sont assez peu à l'aise dans les processus d'enchères. Néanmoins, c'est quand même relativement rare et l'objectif justement d'avoir plusieurs typologies d'acquéreurs, que ce soit des industriels, des fonds d'investissement et ou des repreneurs personnes physiques, c'est de ne pas se retrouver sans rien. J'ai vu le cas effectivement de gens qui discutaient en direct avec des industriels et qui, quand ils leur ont indiqué qu'ils allaient prendre un conseil et que ce conseil allait avoir le rôle de les mettre un peu en concurrence, pas forcément d'ailleurs systématiquement avec une concurrence très féroce, ils disent non, moi finalement ça ne m'intéresse plus. Mais moi dans ces cas-là, j'ai tendance à dire à nos clients ou prospects, c'est qu'il était en train de vous avoir gentiment, enfin qu'il voulait faire une bonne affaire. Après, c'est le jeu du business, mais c'est que vraisemblablement l'industriel en question avait l'intention de faire une bonne affaire et quand il a vu rentrer un conseil pour organiser quelque chose,
parfois même de simple. On est parfois appelé par des clients qui nous disent, voilà, je discute avec un industriel, je ne veux pas le laisser tout seul parce que je me doute bien que son prix ne sera pas optimisé. Est-ce que vous pouvez lui mettre en concurrence avec 2 ou 3 autres partenaires? Et on le fait sans problème, puisque de toute façon, on part de la base du cahier des charges de nos clients. Si nos clients nous disent, votre job, c'est de traiter avec le seul industriel avec lequel je discute, aucun problème. Souvent, le souhait du dirigeant à ce moment-là, c'est de ne pas être en front line avec les repreneurs parce que le dirigeant est la personne la plus mal placée pour vendre sa société, parce qu'il la connaît bien, mais parce qu'il en a aussi une affectivité qui parfois dépasse la rationalité de celui qui veut acheter. Donc on se confronte à une rationalité face à une affectivité qui fait que ça ne fait pas bon ménage et la discussion souvent est bloquée. Et notre rôle en tant que conseil, même dans ces moments où on est en one-to-one, c'est de ramener de la rationalité de tous les côtés, dépassionner, de ne pas négocier sur des principes, mais sur des éléments objectifs. Et pour revenir à la question qui nous était posée, oui, ça peut arriver, mais c'est quand même globalement assez rare. C'est vrai. Si je peux me permettre, Frédéric, de mon point de vue, côté entrepreneur, repreneur, je déconseille fortement de faire, pour les mêmes raisons que celles qui ont été évoquées là, de recourir aux enchères parce qu'on ne fait jamais une bonne opération comme ça. Et moi, ce que j'aime bien, c'est avoir des repreneurs qui, après, se développent et sont satisfaits. Et si à la fin, ils ont vraiment payé trop cher, ils vont ramer pendant des années et des années pour pouvoir rembourser la dette. Donc, effectivement, pour un repreneur personne physique et surtout pour une primo-acquisition, je déconseille fortement de faire appel aux enchères. Et si effectivement, dès le début, on considère que le prix est un élément déterminant pour le cédant, à contre-cœur, on va chercher d'autres dossiers. Par ailleurs, j'en profite pour rebondir sur une chose. Effectivement, on a parlé de valorisation, on a parlé de prix. La valorisation, ce n'est pas la même chose que le prix, mais effectivement, il y a également les modalités de paiement du prix qui ne sont pas la même chose que le prix. Et quand on parle de prix, on ne parle pas de 100% payé cash. On peut utiliser du crédit vendeur, de l'earn-out, etc. Et en situation comme celle qu'on connaît aujourd'hui, où on ne sait pas très bien où se situe la résilience et le potentiel des entreprises, bien entendu, on va utiliser au maximum les aspects de complément de prix et de crédit vendeur pour minimiser la partie qu'on paye cash upfront. Alors, Frédéric, je rajouterais de ce que vient de dire Pascal, et il a tout à fait raison, la valeur n'est pas le prix. Et justement, notre rôle, c'est de partir d'un élément objectif, rationnel, quasi mathématique, puisqu'on évoquait avec Pierre l'aspect DCF, on actualise des flux futurs. C'est bien beau, c'est très joli, les business plans, c'est très joli, mais après, il faut les confronter à la réalité. Et notre métier, c'est de confronter à la réalité ce que parfois nos clients ont en tête. Alors, de temps en temps, on va dire assez souvent, on a plutôt des primes par rapport à ce qu'on avait calculé, mais parfois, et ça nous arrive, et il faut le reconnaître, on a aussi des décotes. Il y a des dossiers qui ont, pour des raisons X ou Y, du mal à trouver preneur au prix qu'on estimait, en tout cas la valorisation qu'on estimait avec nos clients, par les modèles habituels. Et dans ces cas-là, on peut se retrouver avec effectivement des prix où on était parti sur 7-8 fois l'EBITDA, et on se retrouve avec des offres à 5-6 fois. Et il faut savoir le gérer. Et c'est là où le conseil prend son rôle dans ces moments un peu compliqués, c'est d'être capable de dire à son client, monsieur le client, le prix du marché, ce n'est pas la valorisation que tu avais en tête, et il faut l'admettre, et il faut accepter le jeu, c'est le jeu du marché. Le prix aujourd'hui, c'est ça. Maintenant, tu es vendeur, tu n'es pas vendeur, c'est ton choix, c'est ta responsabilité. Mais le marché a parlé et le prix n'est peut-être pas là où tu l'attendais. Alors, il y a un absent, je vais m'autoriser à introduire une question de plus, parce qu'en fait, il y a un absent à travers toutes ces questions qui sont posées, mais finalement, toutes choses égales par ailleurs, et nous savons tous qu'elles ne sont pas égales. Le prix d'une entreprise aujourd'hui par rapport à avant le Covid, c'est le même, c'est pas le même? Quels sont les éléments qui font que ça a bougé et de combien ça a bougé? Qui a envie de prendre la parole? Peut-être Mathieu, tu as un regard sur cette question-là, entre aujourd'hui et avant le Covid? Ta question est pas du tout évidente, Frédéric. En fait, ça dépend. Ça dépend le secteur et ça dépend, est-ce que l'impact il est temporaire ou pas? Et donc là, en fait, on va avoir 3 histoires qui se créent. Donc, il y a l'histoire du cédant, qui à partir du passé et de ce qui est intervenu pendant l'année 2020, va avoir une vision du futur une fois qu'il aura cédé son entreprise. On a le repreneur
qui a une vision du passé que le cédant lui explique, mais dont lui, il n'a pas tous les tenants et aboutissants, et qui se projette sur comment moi je vais faire une fois que je vais l'avoir. Est-ce que je pense que c'est une augmentation, une baisse de chiffre d'affaires pérenne ou pas? Est-ce que je pense que le secteur est durablement endommagé ou pas? Et on a un troisième intervenant qui va prendre sur ces deux histoires-là, qui est le banquier, et qui va venir accompagner dans l'opération, et qui lui-même va challenger toutes ces hypothèses par rapport à ce qu'il connaît des secteurs et par rapport à sa vision qui est généralement plus restrictive. Donc, c'est difficile de répondre. Vous prenez par exemple l'hôtellerie. C'est un secteur qui est fortement impacté, mais pas sur l'intégralité de l'hôtellerie. Ça dépend si vous détenez les murs ou pas. Ça dépend si vous êtes en franchise. Ça dépend si vous faites de l'hôtellerie touristique ou de l'hôtellerie sociale, qui marche très bien. Donc, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes éléments. Et la façon dont vous détenez vos actifs et dont vous gérez vos actifs peut complètement changer l'impact de la crise sur vous et votre potentiel de reprise à terme. Donc, ça a un impact sur les entreprises. Ça a un impact du fait de l'évolution des modes de consommation, de l'évolution de notre société que ça a entraîné. Mais de là à dire si l'impact est vraiment durable et comment il va se traduire, comme indiquait Pierre tout à l'heure, au niveau macroéconomique, etc., très fort est celui qui arrivera à déterminer comment seront les conditions à l'avenir, ne serait-ce que dans 6 mois. Alors, à échéance de 5, 6, 7 ans, encore plus. Ouais, peut-être Frédéric, je vais prendre 2 exemples pour répondre à ta question. Je vais prendre un exemple d'une société qui fabrique des pièces pour l'aérospatiale. Pour le moment, son prix, il est très largement décoté par rapport à ce qu'elle valait avant. Rappelez-vous, avant le Covid, l'aérospatiale, c'est là où tout le monde voulait aller. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans des métiers liés à l'automobile, à du découpage, de l'emboutissage, de l'injection plastique et autres. C'est des métiers qui ont été longtemps décriés parce que la voiture n'était plus à la mode, etc. Et tout le monde se rabattait sur l'aviation parce que l'aviation était quelque chose qui était porteur, parce que tout le monde voulait y aller, c'était technique, etc. En quelques mois, les valorisations dans ce secteur se sont écroulées, très clairement. Et à l'inverse, dans des métiers digitaux pour lesquels il y a de la récurrence, des abonnements qui ont vraiment survolé le Covid, celles-là ont pris des points de multiples assez conséquents parce que le Covid est passé par là, parce que les abonnements, on s'est rendu compte que faire de la récurrence, ça avait une vraie valeur, et que quand on était digitalisé plutôt que physique, ça avait aussi une vraie valeur dans ces périodes. Et là, très clairement, on a vu des points de multiples en plus. Merci Jean-Noël. Je crois que Pierre voulait apporter un complément. Oui, ça va compléter ce que disait Jean-Noël. Il y a les stars et les pestiférés, et puis il y a les autres. Et les autres, il y a quand même une petite décote, je dirais, toutes choses étant égales par ailleurs. Pas énorme, mais sans doute, allez, on va dire 10%, quelque chose comme ça. Ouais, je m'autorise à prendre la parole cette fois-ci non plus en tant que modérateur, mais en tant qu'animateur d'un fonds d'investissement, pour dire la chose suivante, c'est qu'à minima, tout ce qui a été pris en PGE à un moment donné a servi à boucher un trou. À la fin, ça fait un montant de dette supplémentaire qu'il faudra bien rembourser un jour et qui va bien s'intercaler entre la valeur d'entreprise et la valeur des titres. Donc, quelque part, la valeur des titres à la fin subira au moins cette quantité de dette supplémentaire qu'il aura fallu rembourser. Mais c'est une petite mesure du sujet qui est multidimensionnelle, comme vous l'avez rappelé tous. Tu as raison, Frédéric, c'est un élément important, mais je rajouterais, il faut faire le distinguo entre celles qui ont souscrit un PGE et qui l'ont consommé, de celles qui ont souscrit un PGE et qui l'ont encore en trésorerie. Et c'est là qu'on fait le distinguo entre ce que disait Pierre, les stars et les moins stars. C'est clair, c'est clair. Alors, vous avez posé Frédéric, le prix, c'est le résultat d'une négociation. Et comme le disait tout à l'heure Jean-Noël, mais pour les mêmes raisons que lui, mais contraire, quand je suis côté repreneur, on essaye à un moment donné de la négociation, évidemment, d'être en direct avec le cédant, parce qu'une négociation, c'est beaucoup moins rationnel quand on est en direct avec le cédant, et il y a beaucoup d'autres éléments que simplement le prix qui rentrent en ligne de compte. Mais évidemment, les banques d'affaires et les intermédiaires ont horreur de cette situation-là. Mais chacun joue son rôle. Bien sûr. Alors, il est 19h24. Vous avez posé énormément de questions. Le défi d'essayer d'y répondre à toutes va être compliqué. Surtout, certaines questions sont plutôt des compléments d'information et je remercie tous les contributeurs. Mais j'en égrène quelques-unes au fil de l'eau. 18h52, Hélène nous demande: avez-vous des exemples réussis de reprise d'entreprise par ces managers? Réponse Hélène: oui, bien sûr, il y en a.
contactez-nous, contactez d'autres personnes et vous aurez beaucoup d'exemples. Alain nous pose à 18h53, globalement, le nombre de sessions de PME a-t-il retrouvé sa situation, je pense, nombre de reprises d'entreprise, d'avant-crise? Que prévoyez-vous pour les prochains mois? Si on regarde un petit peu devant, le baromètre de la transmission, beaucoup plus de transmission, beaucoup moins par rapport aux périodes d'avant-crise? Globalement, ça a retrouvé à peu près un bon niveau et normalement, comme il y a un peu de stock, ça devrait se développer fortement sur les mois à venir. Oui, puis 2020 n'a pas été si mauvais que ça, parce qu'effectivement, les 6 premiers mois, on va dire que beaucoup de process ont été suspendus ou mis entre parenthèses ou gérés à distance, mais la fin d'année a été très intense et on a quasiment récupéré tout le début d'année. Moi, je donne là encore un point de vue de praticien. En 2009, la crise précédente, le nombre de transactions a été divisé par 2. On n'a pas du tout assisté à ça en 2020. On a probablement eu un moins 25% au global. Je parle sur les small caps, les petites boîtes, celles qui intéressent souvent nos repreneurs, qui sont des chiffres donc plus défavorables que les chiffres des baromètres Argos ou autres qui sont sur des tailles en général supérieures. On nous pose une question à 18h55 sur Absolus. J'avoue que je ne connais pas Absolus, je ne sais pas commenter. Est-ce que c'est un indice que quelqu'un connaît? Oui, absolument. C'est un indice qu'on connaît. Absolus est un indice qui est fait par un cabinet d'expertise comptable qui se base sur la méthode du total bêta. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça reprend des travaux de Damodaran. Et c'est des indicateurs qui sont assez pertinents, qu'on utilise nous aussi pour nos propres calculs. Bon, c'est très mathématique et très compliqué, mais ça a une certaine fiabilité. Bon, c'est vraiment un point de vue d'expert pour le coup. On nous demande les fourchettes, on l'a traité, la question d'Emmanuel Pinto. Beaucoup de commentaires sur les search funds. Merci aux interventions qui ont été faites, mais comme ce n'est pas le thème de la soirée, on ne va pas s'apesantir dessus. Cela dit, c'est un modèle intéressant et vous pouvez trouver beaucoup de littérature sur le sujet. On nous demande à 19h03, est-ce que c'est le moment d'introduire des earn-out puisque la valorisation est un sujet compliqué? Qu'en pense, oui, qu'en pense le conseil cédant? Tu admets d'avoir des formules d'earn-out quand on a... Alors, c'est effectivement une bonne question parce que c'est le grand retour de l'earn-out cette année. On a beaucoup de discussions dans lesquelles les acheteurs, y compris des industriels étrangers, on en avait encore un ce matin au téléphone sur une opération, des Suédois en l'occurrence, qui nous parlaient d'earn-out. Oui, ça va être probablement des discussions. Alors, je ne vous cache pas que côté cédant, ce n'est pas forcément ce qu'on préfère. Ni côté fonds d'investissement cédant, ni industriel cédant, ou ni personne physique cédante. Mais bien sûr que c'est des éléments qu'on va introduire dans les équations de calcul de prix, parce qu'on se doute bien qu'une année comme celle-là, les gens vont vous dire « Ok, mais on ne croit pas tout de suite à la reprise, donc on veut voir ce qui va se passer dans les 1 ou 2 années à venir, donc on propose un earn-out ». Nous, bien sûr, côté cédant, on va essayer de le freiner, mais in fine, c'est quand même nos clients qui décident et on ne décidera jamais à la place de nos clients. On est là que pour les conseiller et pas prendre de décision à leur place. Merci. Evan, à 19h05, nous demande où trouver des informations. Bon, il y a les indices dont les noms ont été cités. Et puis moi, j'ai envie de dire, fréquentez vos associations de repreneurs. Elles sont là pour ça. Elles sont là pour faire circuler de l'information et surtout pour vous parler des small caps. Parce qu'en fait, beaucoup de MBistes cherchent des affaires à reprendre. Moi, je dirais plutôt dans la tranche 2 à 10 millions que dans la tranche 10 à 100. Or, dans la tranche 2 à 10, beaucoup moins de choses sont publiées. Donc, il est plus difficile d'accéder à l'information. En revanche, participez à ce genre de soirée, écoutez les témoignages des uns et des autres, faites parler la moquette et vous aurez peu à peu votre idée, l'idée du panel. Alors Frédéric, si je peux me permettre, il y a un indice qui, moi, je trouve très intéressant et qu'on utilise beaucoup et qui est accessible si vous le commandez. C'est l'indice qui est publié par la CCEF, la compagnie des conseils et experts financiers, qui travaille à la fois sur les toutes petites affaires, les affaires de moins d'1 million d'euros d'EBITDA et sur les plus grosses, et qui a un travail assez bien fait. Et c'est une revue que vous pouvez commander sur Internet, que nous, on commande au cabinet pour pouvoir travailler sur des valorisations, parce que ça fait partie des éléments qu'on trouve intéressants. Merci. Moi, je suis preneur, si je serais preneur d'un exemple, d'un exemplaire. Des questions ont trait au BFR. On a Joe qui nous demande si, quand on a du PGE qui finance le BFR, on peut se permettre de prendre plus de dettes seniors. Je crois que la question de quantité de dettes seniors, c'est une question qui revient à Mathieu.
Oui, en effet, la réponse en 2 mots, c'est non. Parce que le BFR, la variation de BFR, c'est un besoin supplémentaire. Si l'activité a baissé, ça a été un gain. Et dans le cas où l'activité remonte, c'est du cash qui va disparaître. Donc, si je le finance, je pars du principe que mon BFR, il n'a pas vocation à rebaisser et à venir à nouveau renflouer les caisses. On revient sur un niveau normatif. Donc, ce BFR, il ne va pas se rembourser tout seul. C'est la rentabilité générée par l'exploitation permise par l'achat de ses stocks, par les règlements de ses clients et par les règlements de ses fournisseurs qui va me permettre de rembourser la dette senior. Donc là, la gestion de l'exploitation et la gestion de la dette senior, elle ne peut pas être séparée. Il faut prendre le tout comme un ensemble uniforme. Mon haut de bilan m'aide certes à financer mon bas de bilan, mais c'est la rentabilité de mon exploitation qui va me permettre de rembourser le haut de mon bilan. Voilà des propos très sages, mais qui remettent, comme on dit, les grands équilibres à l'esprit de chacun. Et puis, on va traiter une dernière question. C'est une question d'Hélène à nouveau, savoir si des entreprises ont profité de faire des stocks pendant la période Covid. Brevets, R&D, RH, matières premières, produits finis. Je ne comprends pas très bien la question. Il faudrait la comprendre un petit peu mieux. Moi, je dirais que pendant cette crise, les entreprises, quelquefois, se sont retrouvées avec plus de stocks qu'elles n'auraient voulu. C'est plutôt ça, quand l'activité a baissé. Est-ce qu'on a fait des stocks en période Covid pour autant? En général, ce n'est pas une stratégie très offensive. Et moi, ce que je peux témoigner, c'est ce que je vis dans des PME dans lesquelles je suis actionnaire, c'est qu'au contraire, la commande ayant disparu, on s'est retrouvé et quelquefois avec un peu trop de stock et rapidement, les décisions, c'était libérer du cash pour passer. Donc, faire attention au stock. Et puis, allez, une dernière, celle d'Anis. Je vais vous demander d'arrêter de poser des questions parce qu'il est 19h32. Anis nous demande, est-ce que c'est le moment d'acheter? Voilà une bonne question. Qui veut la prendre? Alors là, si je peux me permettre de répondre, le moment d'acheter, c'est quand vous avez envie d'acheter ou quand vous avez besoin d'acheter pour faire de la croissance externe. Et c'est sûrement pas en fonction de la crise ou d'autres choses comme ça. Et ceux qui se posent ce type de questions, malheureusement, en général, ils rachètent pas très rapidement et pas très souvent. Donc, quand vous avez envie d'acheter, vous achetez et vous prenez en compte les circonstances et les événements. Merci Pascal. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et en plus, il ne faut pas oublier que les vendeurs, s'ils n'ont pas envie de vendre, ils ne vendent pas. Et souvent, ils choisissent leur acheteur. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a un marché, certes, mais il y a un moment donné, à l'inverse de ce que pensent beaucoup de gens, c'est le vendeur qui choisit son acheteur et pas l'inverse. Ouais, bon rappel. Merci beaucoup pour ces 2 compléments de réponse. 19h33, je me dois de mettre la fin à cette soirée, pourtant passionnante, et je suis sûr que nous aurions encore beaucoup de questions. Je voudrais remercier en premier lieu nos 4 intervenants. Mille merci pour votre présence et vos témoignages riches et complémentaires. Je veux aussi remercier nos jusqu'à 127 auditeurs, je crois, qui se sont connectés à différents moments de la soirée. Merci pour vos marques d'intérêt. Un grand merci à Antoine pour cette préparation, nos amis de Centrale Supélec qui ont invité tous les copains, Intermine également, qui nous ont valu ce bel auditoire. Pour ce qui est de la vie de XMP Entrepreneur, je me dois de vous signaler que notre Assemblée Générale a lieu le 14 juin prochain à 15h, c'est un lundi, et que vous recevrez en temps utile toutes les informations relatives à l'Assemblée Générale. Et puis, notre prochain webinaire, d'abord, j'espère et je formule le vœu qu'il ait, au-delà de son aspect web, également une composante présence physique dans une salle. On va tâcher de combiner les deux. Ce sera en septembre, très probablement le 27 septembre, date à confirmer. Les sites et les diffusions de newsletters sont là pour vous préciser les dates. Et ce sera une soirée organisée sur le thème de l'investissement responsable, soirée organisée par notre club des créateurs. Voilà pour vous mettre l'eau à la bouche. J'en ai fini de cette soirée. Un grand merci. Bonne continuation à tous. Bonne soirée à tous. Merci à vous.